Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à l'hôtel Molitor pour une nouvelle interview de la délicieuse Raphaëlle. Mon Dieu, que je suis contente de te retrouver parce que ton livre, eh bien, on le voit partout. À chaque fois que je prends la gare, le train, l'avion, il est partout. Il s'est vendu à 2,5 million d'exemplaires et donc tu as écrit ce roman. Tu as un parcours très intéressant et comme tu le sais, dans mes interviews, au-delà du livre en lui-même, c'est comment tu en es arrivé là pour écrire un tel livre. Je sais que tu as beaucoup d'attention par rapport à celui-ci. Tu viens d'en écrire un deuxième. Oui. Donc, alors, ce qui est fou, c'est un tel succès quand même. Il y a un changement, c'est dans l'air du temps. Les gens, on le sent, ont envie de ce changement, ont envie de se transformer, s'éveiller à quelque chose d'autre. Parce que quand c'est vendu à autant d'exemplaires, on se dit il y a quand même quelque chose d'autre qui est en train de se passer, non ? Lilou, mon impression, c'est d'avoir mis le doigt avec ce thème de la routinologie sur quelque chose qui a profondément touché les gens. C'est peut-être une sensation, cette forme de routinite dont je parle, de morosité, de frustration, d'avoir presque tout pour être heureux et pourtant de ne pas l'être totalement. Je pense qu'on est nombreux à ressentir ça. Et de se sentir peut-être à la fois compris et puis de mettre en avant des idées, des techniques, de redessiner un espoir peut-être tout simplement, de dire bah non mais c'est possible, c'est pas une fatalité, on peut réellement réenchanter sa vie et il y a moyen d'y arriver. Et cette routine, dont tu parles, c'est le côté métro boulot dodo, c'est de faire la même chose tous les jours, c'est ce côté qui veut croire au bonheur mais pas vraiment, qui ne va pas aller le chercher. Oui, c'est le fait d'avoir perdu peut-être cette capacité à s'émerveiller, à s'enchanter. Cette forme de désenchantement, voilà, c'est le mot que je cherchais, et de ne pas peut-être avoir les clés pour savoir comment s'y prendre, pour se sentir pleinement connecté à sa joie de vivre, et savoir par quel bout prendre sa vie pour la refaire pétiller. Donc en fait, tu fais passer des messages de développement personnel dans un roman. Parle-nous de cette aventure, de ses amis. Oui, absolument. Alors, oui, l'idée de ce roman, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, c'est d'écrire une belle histoire qui puisse toucher, une histoire qui soit proche des gens, et en même temps de distiller une méthode facile pour les personnes, pour qu'elles puissent s'approprier facilement les concepts. Ouais. Et c'était vraiment mon idée. Inspiré de ton histoire? Inspiré de ton vécu? Alors, je vais dire, bien sûr, c'est une fiction. Après, bien sûr qu'il y a des vrais morceaux de moi dedans, hein, comme les yaourts à la fraise, des vrais bouts de moi dedans. Il y a beaucoup de vécu, à la fois au niveau émotionnel, affectif, les expériences de vie. Même si l'histoire de Camille n'est pas la mienne, j'ai vécu moi aussi dans mon parcours des vrais points de bascule, des doutes, voire même à un moment de ma vie une certaine forme de burn-out, parce que j'étais pas au bon endroit, j'étais pas dans le bon environnement. Et si je n'avais pas changé tout ça, ben, je pense que je courais à la catastrophe. Oui, parce que tu travaillais dans une agence de pub, enfin, t'étais dans une entreprise. C'est là où on a un parcours un peu similaire, parce que moi, je me suis fait virer directrice marketing en 2009. Oui. Et toi, donc, t'étais c'était quoi? Tu travaillais, ça te plaisait plus? C'était burn-out? Non, en fait, ma dernière expérience, j'étais directrice de création dans une agence de com parisienne. Bon, la vie a fait que ça a été une expérience difficile parce que je suis tombée sur des personnalités peut-être un peu harcelantes, qu'en plus, comme je savais faire pas mal de choses, on me demandait d'être multitâche, d'être à 400%, voire même plus. Tu disais oui, mais t'es cap. Ouais, c'est ça, voilà. J'étais encore dans une période de ma vie où j'étais à fond, assez idéaliste. Donc moi, je me suis pas méfiée. J'ai tout mis, tout mon cœur, toutes mes tripes, et j'ai pas vu le piège se refermer un peu sur moi.
Or, c'était un traquenard parce que ça pouvait pas fonctionner. Ça pouvait pas fonctionner. Et oui, suite à ça, j'ai connu une forme de burn-out, quoi. C'était de l'épuisement, en fait. Il m'avait épuisé tant physiquement que psychiquement. Et tu l'as reconnu comment? Parce que moi, je sais que il y avait des poignées de cheveux entiers qui partaient. Ma peau, j'ai commencé à avoir de l'acné de partout. Toi, ça se montrait physiquement aussi? Ou quels étaient les signes? Oui. Pleurs J'ai beaucoup maigri, je mangeais plus. Je mangeais, presque. Normalement, t'es gourmande. Je suis très gourmande, ouais, profondément. Ça, c'est un signe chez moi qui trompe pas. L'appétit, voilà. Non, c'était un vrai épuisement. Donc oui, j'avais beaucoup maigri parce que j'avais trop donné et le harcèlement. Oui, on se méfie pas assez des risques. Puis à ce moment-là, je connaissais pas. Je savais pas, je comprenais pas ce qui m'arrivait non plus. Et surtout, je suis pas encore intéressée par le développement personnel. Si, mais comment dire, j'avais pas encore assez travaillé sur moi. Et puis surtout, je me culpabilisais moi, parce que je trouvais que c'était moi qui assurais pas, que j'étais peut-être un peu inadaptée ou j'avais trop de jugement envers moi. Et je me critiquais de pas pouvoir être en poste. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir si je peux pas avoir un poste en agence. Donc toute la crise d'identité, grosse crise d'identité, oui, totalement. Et à ce moment-là, je m'assumais pas encore pleinement comme artiste. Et il y avait ce conflit entre tous les messages que j'avais reçus de ce qui était surtout sécurisant pour les proches. Et les messages d'un peu tout le monde, il faut dire. Ce qui est bien, c'est d'avoir une carrière, d'avoir un fameux CDI et de s'accrocher, quoi. Il fallait à tout prix s'accrocher à ce modèle-là, à ce schéma-là. Alors qu'au final, pour moi, ça convenait pas ni à ma personnalité, parce que tout ce que j'ai connu en agence de com, moi, mon énergie, elle fonctionnait un peu différemment. Donc, c'est vrai que de métier, j'étais faite pour être créative, parce que ma structure naturellement. Ma structure de personnalité, en effet, faisait que le réservoir à idées fonctionnait très très bien. Mais par contre, dans ces univers-là, ils ne prenaient pas trop en compte la gestion des énergies. Il fallait être tout le temps à fond. Et moi, performance. Ouais, la performance. Alors que moi, il y a des moments où j'arrive à faire des choses extraordinaires, en très forte énergie. Mais après, je peux avoir des baisses d'énergie, avoir besoin de quelque chose de très calme pour me refaire, quoi. Ouais. Donc là, c'est terminé. Tu tournes la page, tu te fais virer. Toi, ça s'est passé comment? Non, je me suis pas fait virer. Ouh là là, moi, ils voulaient bien me garder, je pense. Mais c'est moi qui ai démissionné. Ça demande du courage. Oui, ça demandait du courage parce que je savais pas du tout où j'allais. Et t'as dit, quand t'as pris ta décision, est-ce que c'était flou, très clair, d'un seul coup, c'est devenu un soir, tu as écrit ça sur un morceau de papier, comment, c'était quoi ce turning point? Non, je vais te dire, à cette époque-là, c'est plutôt mon corps qui a dit stop avant moi. Ouais. Et de toute façon, je ne pouvais pas continuer. Donc c'est mon corps qui a dit stop, mais c'est même pas, c'était pas totalement volontaire à ce moment-là. Ouais. Mais après, quand ça a été mieux, j'ai cheminé, mais les mois qui ont suivi, ça a été un peu bancal parce que comme je me respectais pas tout à fait aussi, j'avais pas trop confiance. Alors j'ai fait des jobs idiots, j'ai pris un mi-temps, j'étais téléprospectrice. C'était vraiment voilà, on va dire avec mon niveau de qualification. C'était parce que c'était la peur de manquer d'argent, ou c'est parce qu'il fallait que tu t'occupes, ou comment t'as utilisé cette partie-là de ta vie, entre guillemets, ton temps? Ouais, oui, d'abord c'était je pense à la fois un manque de confiance, et puis de dire il fallait que j'ai un fixe. C'était plein de messages contraignants. Il faut faire comme si, donc je me sentais absolument pas de revenir à temps plein dans quoi que ce soit. C'était un peu une espèce de fuite. Tout sauf de resubir un poste à responsabilité. Je savais pas ce que je voulais faire. Et le reste, l'autre moitié du temps, j'espérais. Je faisais des freelances comme créative, ou des fois des formations, pareil en créativité pour les agences. Voilà, j'essayais de composer quelque chose d'un peu flou, un peu branque. Mais pas lié à l'écriture. Là, c'était plutôt le dessin ou des messages ou. Mais comment la créativité sortait?
Non, la peinture, de toute façon, j'ai toujours peint ça. Tout du long, j'ai peint, ça c'est sûr. Depuis toute petite, tu veux dire? Toute petite, et bon, et j'écrivais aussi, mais pour moi, ouais. Et journal intime, non, parce que moi depuis l'âge de 8 ans, journal intime. Non. Ouais, journaux intimes, mais de toute façon, même avant cette expérience-là, par exemple, j'avais connu un autre poste aussi, et le midi, j'écrivais un roman. C'est parce que il y avait que ça qui me faisait vibrer, mais il fallait retourner travailler l'après-midi, et le poste m'intéressait pas trop. C'était ce genre de choses, quoi. C'était pas facile de tout conjuguer. Mais peindre, ça te remplissait ton réservoir. Ah oui, complètement. C'est très différent de l'écriture parce que la peinture, on est moins dans le cérébral. Et par contre, c'est bête, mais c'est un peu comme des forces vivantes qui s'expriment, qui jaillissent. Ça jaillit de là pour toi. Ouais, ça jaillit de là. Et moi, je suis assez pleine de dualité, je pense. Donc, il y a à la fois du chaud, du froid, de la douceur, de la tendresse, de la bienveillance, mais par de violence, hein, enfin, ou de volcanisme. Des fois, ça sort comme ça sort. Hein. Des fois, ça sort comme ça sort, mais c'est clair. Mais moi, mon mode d'expression. Le tréfonds de ma personnalité, ça ressort par la couleur, puisque je suis quand même très coloriste. Et ça doit s'entrechoquer comme des silex, quoi. C'est quand même dans un mouvement post-fauvisme. Et eux, ils osaient frotter, juxtaposer, enfin aller un petit peu dans l'extrême des couleurs, puisque comme tu sais, chez les fauves, un arbre n'est pas vert, il est rouge. Mais la couleur a une fréquence, pour toi, ça représente quoi cette couleur? Parce que c'est intéressant quand on parle de color-thérapie ou d'autres choses comme ça, la couleur émet une fréquence, nous fait du bien. Certaines couleurs même nous repousseraient parce que nous rappelleraient des événements du passé qui sont pas... C'est-à-dire que certains disent, certaines personnes que j'ai interviewées, dont Jacob Lieberman, disaient qu'une couleur pourrait nous repousser parce qu'elle correspond, cette couleur-là, à une expérience de vie. Et donc on pourrait la repousser, ne pas la porter même sur soi ou... C'est pareil, je suppose, dans les tableaux. Alors, c'est tout à fait vrai. Autour de la couleur, il se passe beaucoup de choses. Disons que moi, j'ai pas conscientisé. Enfin, quand je peins, je conscientise pas ce qui se passe. Par contre, peut-être ça répare certainement des choses dans la manière de choisir les tons, de les juxtaposer. Non, ce qui est génial, c'est je sais pas comment dire. C'est ce jeu hyper complexe dans les formes, dans les proportions, dans les graphismes, et je ne sais pas, c'est une partie inconsciente de moi qui choisit les tons, de toute façon. De se sentir libre. Ouais, de se sentir... On aime ça, on a envie de se sentir libre. Je crois que c'est aussi pour ça, et ça fait partie du succès de ce livre aussi que tu as écrit, c'est qu'on a envie de ce changement et de se sentir libre, de se sentir soi-même. Et là, petit à petit, j'ai l'impression que dans ta vie, c'est ce que tu as vécu, que tu t'es autorisé à être de plus en plus toi-même. Ah oui, complètement, non, parce que heureusement la période que je décrivais précédemment n'a pas non plus duré trop longtemps, parce que je suis pas du genre non plus à me laisser abattre. Ou... Oui. Donc t'étais déjà maman à cette époque? Oui, mais en plus ça coïncidait avec la naissance de mon fils. Donc, quand on est jeune maman et qu'on est dans une période où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, ça prend beaucoup de temps aussi. C'est un passage important de devenir mère. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce ralentissement à cette période de ma vie. Pendant quelques mois, ça a été très flou professionnellement. Après, j'ai eu la chance de découvrir l'activité de l'événementiel créatif, donc tout ce qui est team building par l'art. Donc j'ai commencé par travailler pour une agence qui s'appelle l'Art en Direct. Donc c'est eux qui m'ont initiée au métier. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu envie aussi de le développer de mon côté via mon agence Emotone. Donc le principe, c'est dans le cadre de séminaires, d'animer des groupes d'entreprises, en général des grosses boîtes, et ils ont 2 à 3 heures pour réussir un défi collectif. Par exemple, peindre une fresque géante à la manière d'un Miro, d'un Kandinsky, d'un Picasso. Et le coaching créatif, c'est de les faire travailler aussi sur leur valeur d'équipe. C'est que le bénéfice pour eux, c'est d'abord de se reconnecter, de voir qu'ils ont un vrai potentiel créatif, ce dont ils doutent très souvent.
Donc ils arrivent avec plein de doutes, comme quoi ils ne vont jamais y arriver. Et c'est super chouette de les voir faire exploser leurs petits verrous intérieurs. Donc moi je me frottais les mains à chaque fois. Au fur et à mesure, ça fait très très plaisir. Et aussi de voir les énergies, parce qu'au début ils fonctionnent de manière très individuelle. Et de voir ce qui se passe au niveau humain au fur et à mesure que l'atelier se déroule. Comment ils composent entre eux, donc ils doivent composer sur la toile et composer entre eux. Donc évidemment au niveau humain c'est très très intéressant. Donc ça tu le mettais en place, et l'idée du livre, il est arrivé à quel moment alors? Comme tu sais peut-être, ce roman n'est pas le premier livre que j'ai écrit. Moi, je suis venue par l'écriture. On n'en parle pas beaucoup de tes autres livres d'ailleurs. Hein. C'était des livres de développement personnel. Oui, mais vraiment créatifs. Donc, ça s'appelle comment, dis-nous? Alors, mes quatre premiers, c'était la collection Les secrets du docteur Coulzen. Et donc j'ai revisité les fondamentaux du développement personnel, mais presque à la Gottlieb. Je sais pas si vous connaissez Gottlieb tous, le fameux dessinateur. C'était des dessins géniaux, mais très très créatifs. L'idée c'était d'être très sérieux. Quel thème? Les thèmes, j'en ai fait 4. Globalement, c'est l'affirmation de soi, la gestion du stress, les relations amoureuses et faire face au changement. Mais à chaque fois, très sérieux sur le fond, mais décalé, ludique sur la forme, avec par exemple pour illustrer tes peurs intérieures, tes petits démons, c'était des vrais petits monstres avec leurs prénoms, leur carte d'identité. Enfin, j'ai vraiment voulu délirer autour de tout ça, proposer une approche différente de tout ce qui se faisait jusque-là en matière de livres de développement personnel. Et donc le premier avait été écrit quand? Alors, c'est vers 2009 que j'ai commencé à écrire ces livres. Tu les as enchaînés alors? Oui, je les ai enchaînés rapidement. J'ai fait cette collection, les 4, je sais plus, sur 2 ans environ. Parce que ton roman est sorti en 2015? Oui. 2015, oui. Tu avais commencé à l'écrire bien avant? Non, pas bien avant. Enfin, Il est sorti d'un seul coup, celui-là? Non, il n'est pas sorti d'un seul coup, mais disons que ça avait été assez vite pour l'écrire, parce que ça coulait de source pour moi. Enfin, celui-là, vraiment, c'est comme si quelqu'un me le dictait. Il est tombé tout seul. J'écris. Tu te souviens du moment où tu y as pensé? Oui, mais tout est allé tellement vite, en fait. Vraiment. T'étais dans ton bain, t'étais où? J'étais dans mon bain. C'était le temps des vacances. Je suis partie sur la Côte d'Azur, à Antibes. Voilà, les idées, elles me viennent naturellement. Tout s'est conjugué parce que est-ce que je te dis la genèse du roman? C'est intéressant. Oui, ça t'intéresse que je le raconte? Parce que clairement, ce qui s'est passé, c'est que dans les mois qui ont précédé le début de l'écriture de ta deuxième vie, j'ai écrit un roman avec rien à voir avec le développement personnel. Parce que de toute façon, ça fait tellement d'années que je voulais écrire. J'avais déjà aussi écrit un roman jeunesse, tome 1, tome 2, tu vois. Donc, l'écriture d'un roman, il fallait que ça sorte. Mais ce roman-là, pour adultes... Toqué à la porte, sérieusement. Toqué à la porte depuis trop longtemps. C'était plus possible. Il fallait que ça sorte. Donc, ce roman où j'ai passé plusieurs mois à l'écrire, mais n'a pas trouvé preneur auprès de maisons d'édition. C'est vrai qu'au niveau du positionnement, c'était à chaque fois, ça correspondait pas tout à fait à la ligne éditoriale des maisons. Et il faut le savoir, si ça colle pas, ça rentre pas dans la plaque, surtout quand on est inconnu, ça a du mal à trouver preneur. Même si j'avais eu quelques retours positifs, c'est vraiment le style est intéressant, vous devriez essayer de l'envoyer là ou là. Bon, il y a eu ça. Et puis j'avais proposé à Erol, donc ma maison d'édition qui avait sorti mon nuancier des émotions précédemment. C'était un super objet pour vulgariser l'intelligence émotionnelle, mais c'était un livre-objet sous forme d'éventail avec tous les dégradés d'émotions comme les dégradés de couleurs. Un objet très très sympa. Donc Erol, ils m'avaient sorti ça. Et suite à ce projet-là, j'avais pensé déjà à un projet, 7 jours pour devenir créatif et heureux. Et c'était déjà l'idée de suivre une femme depuis le premier pied qu'elle pose par terre le matin jusqu'au soir, et comment elle pourrait déjà réenchanter sa vie en mettant de la créativité dans toute chose tout le long de sa journée.
Voilà, donc comment elle prend soin d'elle créativement, qu'est-ce qu'elle fait de créatif dans les transports, comment elle est plus créative au bureau, dans sa vie personnelle, avec ses enfants. Donc tu vois, l'embryon de l'idée, elle était déjà là. Mais sauf que ce projet-là, j'ai commencé à l'écrire et Erol m'avait fait un contrat et en l'écrivant, je l'ai pas senti. Je sais pas, je trouvais ça un peu laborieux et de chercher tellement d'exemples. C'était dense, c'était pas fluide. Il y avait un truc qui m'amusait pas. Je m'amusais pas. J'étais en train de sortir les rames et de commencer à galérer. Et j'ai dit non, je peux pas. Ça va être trop laborieux. Je le sens pas. Et j'ai rompu le contrat. Et là-dessus se passe le fameux été à Antibes. Je réfléchis à tout ça, à ce roman qui a pas trouvé preneur, à ce livre sur la créativité. Est-ce que ça va revenir ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? J'avoue que je vois aussi des livres, tous les livres, les livres par exemple de Laurent Gounel qui étaient sortis, c'est comme l'homme qui voulait être heureux. Je dis voilà, quelqu'un qui écrit des romans de développement personnel. Je dis, moi j'avais déjà mes entrées parce que j'avais publié au moins 6 livres précédemment de développement personnel, créatif. J'ai déjà mes entrées dans cet univers-là. C'est clair que toute ma vie est liée et connectée à au développement personnel, à ma sensibilité, voire mon hypersensibilité, mon envie de parler de choses humaines. Je dis, mais Raphaël, il faut que tu écrives un roman de développement personnel. Là, tout serait juste. Clac, 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 la tourine. Clac, 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 clac. Franchement, c'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Donc maintenant, t'arrêtes, tu poses tout, tu proposes ça à Erol, puisque tu les connais déjà. Donc là, c'est pas comme de démarcher une maison d'édition inconnue. C'est vrai, quand ils te connaissent pas, c'est pas facile d'être retenu, il faut le savoir. Enfin, c'est comme ça. Donc j'ai été les voir en septembre et sur 10 lignes de pitch, j'ai dit voilà l'idée. Alors j'avais déjà à peu près l'histoire de la routinologie, de la routinité aiguë. Enfin voilà, ça correspondait à la 4e de couverture. Et à ce moment-là, mon éditrice m'a fait banco, on te fait un contrat, vas-y écris. Ils avaient jamais lu une ligne de moi en fait, mais m'ont fait confiance. Bon, il faut dire que ils sont intuitifs aussi quand même. Hein. Les maisons d'édition le sont. Oui, tout à fait, ils sont intuitifs. Mais à ce moment-là, ils m'ont proposé un petit contrat. Ouais. C'était un petit contrat avec un petit tirage. Si t'atteins 10 000, c'est déjà... Oui, c'était pas 10 000, c'était genre, on fait 3 000. C'était presque rien. Et ce qui s'est passé, c'est quand je leur ai amené le livre fini, pas très longtemps après, genre 4 mois après, j'avais fini le livre. Enfin, ça a coulé tout seul pour moi. Tout semblait... c'est comme si le film... avait été dans la tête et j'avais plus qu'à appuyer sur un bouton et à écrire ce que je voyais dans ma tête. C'était assez rigolo. Donc ça s'est fait sans souffrance. Enfin, ça a été très fluide là pour le coup. Et quand mon éditrice l'a lu, là par contre, elle a dit ah ouais, bon là il se passe quelque chose quand même. Je crois qu'elle s'attendait pas du tout parce qu'elle s'attendait à ce que j'écrive une histoire et que ce soit sympathique, mais que ce soit surtout pas hypnotique. Disons on va dire pas hypnotique, ou que ce soit pas mal écrit, mais que ce soit surtout comme une méthode un peu écrite dans une histoire. Mais là, disons, je pense qu'elle avait été assez surprise que ça conjugue semble-t-il un peu à la fois le style et la méthode qui était pas mal fondue dans tout ça. Alors je crois que ça lui a vraiment bien plu. Et rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même qu'il sorte en France, plusieurs mois avant, il y a aussi le Canada qui s'y est intéressé, qui a tout de suite acheté les droits. C'est avec quelle maison d'édition au Canada ? Édito. Et d'ailleurs, il y a aussi coucou aux Québécois, parce que je sais qu'ils regardent. Christine Michaud et Erwan Le Sol, voilà. On fait un petit coucou, qu'on les aime beaucoup. Adorables tous les deux. Vraiment, plus qu'adorables. On vous aime même. On vous aime même carrément, n'ayons pas peur des mots, on vous aime vraiment. Qui nous a présenté, on te remercie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, très sincèrement, énorme coup de cœur pour les deux d'ailleurs. Ouais. Et Christine Michaud qui a été aussi géniale parce que elle m'a beaucoup propulsée. Là-bas, elle a fait une préface au livre, elle a fait un bandeau, ils ont fait un bandeau pour... Il est sorti en même temps en France, parce que des fois il y a un décalage. Plus exactement s'il est sorti un peu avant ou tout de suite après. Enfin, les deux se sont faits dans la foulée.
Et ils m'ont vraiment beaucoup porté. Et les droits ont aussi été très vite achetés en Espagne. Donc Canada et Espagne, quelques mois avant même la sortie en France. Et là, ça a mis la puce à l'oreille à ma maison d'édition qui a dit, bon, là, il a l'air de se passer quelque chose. Donc on va peut-être miser un petit peu plus dessus. Une deuxième réimpression. Oui, mais c'est surtout même, tu connais les fameux premiers placements. Donc, au lieu d'en sortir, je sais plus, que quelques-uns, ou 3000, je sais plus, ils ont dit on va au moins en sortir 8000 en placement de prime intention. Ce qui n'était pas, mais voilà. C'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Premier roman, ouais. Oui, voilà, disons que, et puis ils ont surtout, je crois, mis sur le pont toute l'équipe commerciale, des représentants. Enfin, ils ont mobilisé, ils ont fait aussi une belle com avec. Mais les éditions, chapeau aux éditions Erol, parce qu'ils sont quand même bien par rapport à leurs auteurs, par rapport à ça, au suivi, à l'aide, à leur soutien. Oui, non, ils ont été super et ça a été en s'amplifiant. Tout ce qu'ils ont fait autour du livre a été génial. Et pour eux comme pour moi, une belle aventure, à un endroit où on les attendait pas eux et on m'attendait pas moi. Donc c'est quand même une histoire assez extraordinaire et assez dingue, quoi. Et c'est ça qui est bon, c'est cet inattendu aussi. La couverture c'est ce que tu souhaitais en tant qu'artiste. Je suppose que c'est important quand même la couverture d'un livre. Ah ben complètement. Cette couverture, elle a beaucoup compté. Le titre aussi, qui a beaucoup compté. Et, donc ça, je remercie le père de mon fils, Régis, parce que c'est lui qui avait trouvé le titre. Donc il faut rendre grâce. Merci Régis. Merci Régis. Petit clin d'œil quand même. Faut être. Et sur la couverture, oui, c'est François qui est le directeur artistique chez Erol. Après, on a pas mal échangé. C'est vrai qu'en graphisme, toi qui es artiste aussi, ce qui était chouette, c'est de mélanger les styles. Donc il y avait cette photo un peu rétro, et puis ce rajout graphique des petits avions en papier. Donc ça, c'est quelque chose moi que j'aime bien faire, que ce soit que je faisais beaucoup en graphisme, de mélanger les genres, photo, et faire un rajout graphique, pas photo. Donc en l'occurrence les petits avions en papier. Et ça rajoutait un petit quelque chose pour dynamiser la couverture. Pourquoi c'est fou que tout ce que tu as fait avant, et c'est utile. On fait rien pour rien, Dieu merci, c'est vrai. C'est bon à entendre parce que des fois on a l'impression qu'on change complètement de voie, qu'on a fait des études d'architecture ou de médecine et après on part vers autre chose et que ça va jamais nous servir, mais non. Oui, les chemins de vie, c'est extra pour ça parce qu'on se dit mais pourquoi j'ai fait des études à l'école Estienne, c'est arts appliqués, tout ça pour ne pas devenir graphiste vraiment. Enfin, c'était un peu bizarre, mais en fait, il y a rien qui se passe par hasard. Et tout sert à un moment ou à un autre. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais. Et ça n'empêche pas que des fois, il y a ces moments où la vie est difficile, la vie est compliquée, d'un seul coup, les choses s'écroulent. Je sais que tu as eu des hauts et des bas. On reste humain. Des fois, on a l'impression de comprendre la vie et après de plus la comprendre. Il y a ses hauts et ses bas. Mais il y a quelque chose qui se passe au-delà de ça quand même. À un moment, il y a eu un déclic et il y a quelque chose que tu as en toi que tu n'avais pas avant et que tu as compris qui restera jamais. Oui, complètement. Je trouve que c'est génial quand tu as connu vraiment des moments difficiles. Et je sais qu'en fait, on en connaît tous. Et pour ceux qui en traverseraient là, en ce moment même, de se dire, attendez, là, vous croyez que c'est tout noir, que c'est la catastrophe, mais quasiment, c'est presque une grosse chance de connaître ces moments-là. Je sais que ça va paraître, ouais, elle exagère, c'est bien gentil, mais personnellement, c'est ce que j'ai vécu personnellement. J'ai même inconsciemment voulu aller voir ce que ça faisait d'être au fond du puits à un moment de ma vie. Mais ça permet de gagner 10 ans presque en développement personnel quelque part. Je dis pas qu'il faut y aller. Si on peut l'éviter, tant mieux. Mais pour moi, ça a presque été une chance de beaucoup plus vite comprendre, me connaître mieux moi, ce que je voulais, de faire face à qui j'étais, et non pas une fuite en avant pour suivre ce que les autres ou ce que la société pense qu'il est bien de faire. Donc voilà, c'est presque une chance. Alors ce qu'il faut, c'est en faire quelque chose de ces souffrances. Donc ce qui est chouette, c'est si on peut les transcender, du coup réajuster le tir, parce que c'est quand on sent qu'on n'était pas vraiment sur une voie qui était juste pour nous.
réajuster, et là après repartir de plus belle. Et là ça se transforme et 1000 fois tant mieux. Et c'est là où on peut trouver, je sais pas, l'essence même de notre mission de vie. Et oui, je sais, ça fait des grands mots, j'aime pas vous avez un peu comme ça, mais pourtant... Là, tu te sens dans ta mission de vie. Comment tu décrirais les missions de vie? C'est quoi dans sa mission de vie? Pour moi, aujourd'hui, je me sens totalement, j'allais dire, révélée par d'avoir trouvé cette façon de faire qui est totalement juste par rapport à la fois à qui je suis, c'est-à-dire de base une créative. Donc il faut que je puisse exprimer cette créativité qui m'a quand même été donnée comme un cadeau à la base. Donc ce serait juste pas possible de pas l'exprimer. Serait quelque chose quand même. Oui, puis ce serait ouais, j'allais dire, je serais pas juste. Enfin, quand on a la chance, ce cadeau d'avoir ce don-là, il faut l'utiliser. C'est bien de pouvoir l'utiliser. Et pareil par rapport à mon histoire personnelle, tout ce que j'ai vécu, le bon comme le moins bon. Ça m'a permis de comprendre et de développer une efficience émotionnelle certaine, et tout ce que je ressens, il faut pouvoir le mettre au service des autres. Voilà. Et d'un coup, tac, écrire, que mon art puisse se trouver que je puisse me réaliser dans une forme d'art qu'est l'écriture, et à la fois que ça puisse faire passer des messages pour être utile aux autres qui ont peut-être moins le temps, ou eux, c'est un autre chemin de vie. Et bon, pouvoir les aider à travers ce que j'écris, c'est fabuleux pour moi, quoi. J'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire. Parce que dans Mission de vie, il y a quand même aider, contribuer. Ça fait du bien de savoir, au-delà du nombre d'exemplaires, qu'il y a tant de personnes, peut-être qui ont jamais eu accès à ça avant, ou ont pas trop contemplé le développement personnel, qui sont exposés à ça, et ça fait une différence. Ça, c'est satisfaisant. L'âme est satisfaite. Oui, l'âme est vraiment satisfaite, et j'ai envie de continuer. Alors, c'est une toute petite pierre à l'édifice, où c'est une goutte d'eau dans l'océan, ce que je peux faire, parce qu'on va pas dire oui, je veux changer de monde. Je suis pas Superman ou Superwoman, bien sûr. Contribution. Mais une modeste contribution, et puis des valeurs ou d'expériences. Je trouve que être dans le sourire, l'optimisme, la bienveillance, l'énergie, l'enthousiasme, c'est des choses qui m'habitent. Bon, si je peux la partager ou inspirer un tout petit peu les personnes pour qu'elles aient envie de connecter ces énergies-là, ce sera génial. Ça peut faire bouger un peu les choses, et je crois que les gens en ont besoin de ça. Oui. C'est ce qui me semble. Alors là, tu as fini d'écrire le deuxième. Oui. Tu es en train de contempler le troisième. Le deuxième sort quand? Il est sur quel sujet? Est-ce que tu peux déjà nous dire? Alors, le deuxième sortira a priori en juin. D'accord. Voilà, en juin. L'été, génial. Avant l'été, oui, comme ça vous pourrez l'emmener à la plage. Ce sera bien. Et le sujet, le thème. C'est pas évident d'en faire un deuxième. Oui, non, c'est pas évident, mais là aussi c'est un thème qui m'est cher et qui me tient à cœur, donc j'ai pas eu de mal à trouver le sujet pour le deuxième. Alors malheureusement, ma maison d'édition m'a demandé de pas en parler pour l'instant. Sorry, ça viendra très très rapidement, et je serais ravie de t'en parler une prochaine fois. Ouais, je sais. Pas un indice. Comment? Les éditions Erol. Les éditions Erol, hein. Bon. Faut que ce sera édité chez Erol, et ce sera lié au développement personnel. Roman. Oui, le curseur là sera encore plus roman, voire même romance, mesdames. Hein, on va se faire plaisir. Oui, parce que moi j'ai mis les ingrédients que j'avais envie de retrouver dans mes lectures. Donc une belle histoire, ça bouge, il y a des rebondissements, il y a des beaux personnages. L'histoire d'amour, ça sort l'histoire d'amour à plein nez. Ouais, oh bah oui, il y a quand même, voilà, je n'en dirais presque pas plus, mais oui, ce qu'il faut, moi je trouve ça chouette. Un peu de romance et un thème fort, je crois un thème fort aussi.
qui bouscule un peu. Enfin, c'est bien. Je suis contente de ce thème. Ah, mais c'est énervant, je peux pas en dire plus. Parce que non, mais on lit un peu de tout. Forcément, les personnes commencent à faire des pronostics ou donc on entend parler du burn-out, que ce serait sur le burn-out ou sur d'autres choses. Alors non, c'est pas sur. Ça, déjà, c'est pas ça. Non, c'est pas le burn-out. Non. Bon, ça, on sait déjà que c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est frais, c'est pour l'été et ça va nous enchanter. J'espère que ça va vous plaire. J'ai mis du cœur, beaucoup de travail aussi. Je ne suis pas du genre à dire oui, à être contente de moi facilement. Hein. C'est pas trop mon genre. Mais voilà, ce que je rends, je peux dire que je suis contente. Très bien. C'est satisfaction, c'est ça le principal. Parce qu'après, il y a des avis et il y aura de tout, hein, surtout en France. Ce sera aux lecteurs de se faire leur idée. Ouais. Moi, ça m'a intéressée, passionnée. Avec toujours cette touche d'humour. Ah oui. Saupoudrée d'humour, bien sûr. Ça aide quand même à décoincer des verrous, l'humour. Oui. Surtout lors de la lecture et pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, même dans l'autodérision. Oui, parce que on va dire que ma forme d'engagement sur les sujets, on pourrait dire que j'ai quand même ma position, ma posture, mais c'est jamais revendicatif. C'est pas mon propos. C'est faire passer des messages et puis bouge qui veut. Hein. Je vais pas forcer les gens à bouger. Donc c'est fait en douceur, avec humour, pour gentiment éveiller les consciences. Mais c'est pas mon propos de sortir de brandir mon bâton de pèlerin et chacun doit faire son chemin. Très très bien. Merci beaucoup Raphaël pour cette belle interview, d'avoir pris le temps de la faire et je suis contente tous les deux avec nos vies trépidantes qu'on ait pu se poser et faire cette interview et merci à l'hôtel Molitor de nous avoir accueillis ici aussi, un très bel endroit dans Paris. Eh bien, Raphaël, je te souhaite plein de belles choses pour la sortie de ce nouveau livre. Merci. Moi, j'étais ravie d'être avec toi aujourd'hui. Tu es resplendissante comme d'habitude. Et puis, ravie de partager ce moment avec toutes les très nombreuses personnes qui te suivent. On vous embrasse très fort. Que j'embrasse aussi. Oui. Et à qui je souhaite plein de belles choses aussi. Au clin d'œil à Christine Michaud, bien sûr, qui nous a réunis. Et merci. À bientôt, Lilou. Et au revoir tout le monde. Au revoir.